Du sonneur. Très heureuse comme d'habitude de recevoir nos deux invités, nos deux chroniqueurs police-justice avec Alexandre Langlois qui est avec nous en studio. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et bienvenue ici dans nos studios. Vous êtes, je le rappelle, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma et Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, toujours chez Talma. Et puis nous sommes avec Régis de Castelnau qui ne tardera pas à nous rejoindre également en studio, n'est-ce pas ? Oui. Je suis là. Ah oui, bien sûr. bien sûr. Mais bon, en ce moment, j'évite Paris un peu quand même. Préparation des jeux oblige, les rats, les chantiers, les Faites un entraînement travaux, intensif. etc. Ouais. Donc, tant qu'il y a cette malédiction d'Anne Hidalgo, bon, c'est un endroit qui n'est pas très accueillant. Oui, on connaît à peu près Régis. Alors je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique. Alors on va parler de cette justice politique d'ailleurs, comme tous les jeudis. On va revenir sur cette, vous savez, il y a eu cette attaque mortelle islamiste sur les quais de Grenelle samedi dernier. Et Gérald Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur, a évoqué un ratage psychiatrique dans le suivi de ce jeune islamiste radical. Il a ajouté que les médecins ont considéré à plusieurs reprises qu'il allait mieux et donc c'était une erreur psychiatrique, une erreur de jugement. Je vous propose d'écouter avant qu'on ne commente. De nouveau, faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Il y a manifestement quelque chose qui tourne autour de cela. Il y a quelqu'un de malade mentalement, qui ne prend plus ses médicaments, qui ne prend plus son soin pour soigner ses délires et qui passe à l'acte. Incontestablement, il faut réfléchir à tout pour protéger les Français. Voilà, Gérald Darmanin donc, qui évoque ce ratage dans le suivi psychiatrique. En revanche, aucun ratage du côté du suivi des services de renseignement, nous dit Gérald Darmanin. Réaction vive de la communauté psychiatrique après cette prise de parole. Par exemple, Bernard Granger, professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité, explique que la communauté psychiatrique commence à s'émouvoir des propos du ministre de l'Intérieur. Parler d'un raté de la psychiatrie, c'est une attaque assez grossière contre notre profession, déjà bien maltraité. Il déplore également une réaction à chaud où l'on cherche des responsables et pointe les incertitudes toujours très grandes sur les passages à l'acte. Et puis il y a eu d'autres réactions. Par exemple, le psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, Alain Mercueil, qui s'interroge: qu'est-ce qui a prévalu chez l'assaillant, l'idéologie djihadiste ou la pathologie mentale qui a aussi pu être redéclenchée ou même aggravée à la lueur des événements au Moyen-Orient? Enfin voilà. Et puis il y a aussi cette question, Gérald Darmanin, qui demande l'injonction des soins administratifs. L'injonction de soins peut être utile, mais ce n'est pas un remède magique, rappelle justement Bernard Granger, le professeur. Il évoque des difficultés de mise en place, de délai, de manque de personnel, et rappelle, et ce sera aussi notre question aujourd'hui, que la procédure d'hospitalisation sous contrainte donne des garanties. On ne va pas revenir aux lettres de cachet de l'ancien régime. Voilà, vaste sujet à aborder aujourd'hui avec Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Alexandre Langlois, à vous l'honneur, puisque c'est vous qui aviez suggéré ce sujet. Déjà, on a Gérald Darmanin à géométrie variable. Pour l'attaque d'Annecy, il avait dit clairement que la folie est une excuse trop facile. Donc en fait, là, du coup, maintenant, comme il y a un autre raté, du coup, maintenant, c'est la folie. En fait, à chaque fois, Gérald Darmanin cherche quelqu'un pour excuser son incompétence en tant que directeur, chef de la police nationale. Là, c'est la psychiatrie. Et il y a quelques mois avant, c'était l'inverse. Donc, effectivement, c'est compliqué. La deuxième chose derrière qui est problématique, c'est que ce gouvernement, et les gouvernements précédents, notamment celui de M. Hollande, cherchent tous les moyens pour contourner la justice, pour contourner le droit, pour passer à quelque chose d'administratif. Et l'administratif n'a pas le même contrôle, n'offre pas les mêmes garanties et permet d'envoyer les gens, au début du XXe siècle, on envoyait les gens en hôpital psychiatrie, en URSS, on envoyait les gens en hôpital psychiatrie. Merci Clémence pour l'information, on en parlait juste avant. Et du coup, en fait, ça permet de dégager les gens de façon en disant ils sont fous. Et c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où on dit les gens sont fous, c'est facile de le dire. Les néo-politiques le disent régulièrement, même entre eux, je veux dire, ils disent lui, il devrait aller se faire soigner, il devrait faire ça, alors que c'est des gens en plus en face qui n'ont aucune compétence dans ce domaine. Donc il y a un manque de respect déjà de ces pathologies. Deuxième chose, il y a cette volonté de contourner la justice. Et troisième point, et comme le dit très bien les psychiatres, qu'est-ce qui a fait passer à l'acte ? Est-ce que tous les gens qui sont suivis pour une maladie mentale, est-ce qu'ils vont commettre des actes terroristes ? La réponse est non, et heureusement. Et à l'inverse, une question que je me pose souvent,
est-ce que tous les gens qui commettent des actes terroristes ne sont pas par définition des malades mentaux? Enfin, on pourrait... Bon. On pourrait le faire aussi, ça c'est la justice qui peut le terminer Ouais. avec des experts. Et c'est le deuxième point aussi, c'est qu'effectivement il manque d'experts psychiatriques pour les tribunaux. Donc Eh oui. en plus il y a quelque chose qui rame, on est en train de mettre un système où derrière il n'y a pas les moyens de faire travailler tout ce service médical pour accompagner des gens qui peuvent être malades. Et c'est pas parce qu'on est malade que ça excuse tout non plus. Je veux dire, voilà, si la personne ne prend pas ses médicaments, fait pas ça, il y a quand même des actes qui sont indépendants. Et Ça, donc, visiblement, si, mais on va en parler avec Régis, parce qu'on a vu par exemple la fameuse bouffée délirante qui a fait tant parler pour l'affaire Halimi. Le meurtrier, l'assassin, était en pleine bouffée délirante, je crois, je ne sais plus ce qu'il avait pris, du hashish ou je ne sais quoi, et donc on nous a expliqué il n'est pas responsable de ses actes. du coup, c'est ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a pour certaines choses, je reprends le code de la route. Oui. Le code de la route, vers les années 1950-60, j'ai plus la date exacte, peut-être Régis l'aura, c'était une excuse d'être bourré au volant, de conduire en état d'ivresse s'il y avait un accident, c'était une circonstance atténuante. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est des circonstances aggravantes. Bien Donc, sûr. je veux dire que les gens qui prennent des substances toxiques, ça devrait plutôt être des cas aggravants, et au contraire, qui leur permettent des fois de faire des choses qu'ils n'auraient pas fait, parce que justement, ils n'étaient pas en possession de leurs moyens, ou ils veulent se désinhiber pour faire des choses. Donc, au contraire, donc on a un petit problème sur certains sujets, c'est bien, ça avance. Pour d'autres, on cherche des excuses à tout le monde. Ouais. Et, à commencer par le ministre de l'Intérieur qui cherche à surtout excuser tous ses faits et gestes et les résultats de sa politique. Ouais, beaucoup de questions dans ce sujet, alors je me tourne vers vous, Voilà. Régis de Castelnau. Voilà, Ouais. voilà. Effectivement, alors j'ai des points d'accord et des points de désaccord avec mon partenaire. D'abord, le point d'accord le plus important, parce que c'est ça l'essentiel, c'est que l'État et Monsieur Darmanin, qui fait des gesticulations permanentes, ça finit par devenir grotesque, qui fait des gesticulations permanentes pour masquer sa défaillance et celle de l'État. C'est ça le problème. On a une immigration qui n'est pas contrôlée. On a une situation intérieure qui est extrêmement dangereuse, parce qu'il faut quand même reconnaître que on fait des efforts désespérés pour importer le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, avec un système médiatique qui a pris parti de façon caricaturale pour Israël. Je trouve qu'on s'en tire bien jusqu'à présent. Je trouve qu'on s'en tire bien parce que venir ensuite parler de laïcité, parler d'universalité, etc. Le discours, je ne sais pas comment il est reçu aujourd'hui par les musulmans. Je ne suis pas en train de dire que ça justifie le terrorisme, oh non. Mais on a cette immigration, on a le déficit de moyens pour surveiller, pour prévenir, et là, hop, on a trouvé un bouc émissaire, c'est le psychiatre qui n'a pas fait son boulot. Et ça, c'est la grande question politique. C'est la défaillance de l'État. Et ça renvoie, bien évidemment, à l'affaire de Crépol, ça renvoie à ces quartiers perdus de la République, etc. Et donc, Darmanin, je vais être ferme, il y a un côté pitre dans ce qu'il fait là. Bon. Donc, ensuite, il y a la question de la psychiatrie. Oui. Alexandre dit, c'est à la justice de décider. Non, je pense qu'il y a une gestion en amont. Il y a une gestion de la dangerosité. Et la prévention, c'est pas la justice qui l'a fait. La justice, elle intervient après pour punir les actes accomplis, qui sont des infractions, qui sont des crimes, des assassinats, des meurtres, etc. Donc, en amont, il y a des moyens. D'abord, il y a les fichiers S, il y a la surveillance, et ensuite, il y a des moyens. On peut interner les gens. Je veux dire. Alors, comme d'habitude, le système a produit des réglementations, a modernisé, absolument a voulu. La loi précédente, celle qui s'applique aujourd'hui, elle datait de 1878. C'est sur la démence au moment des faits en matière de justice, et avait prévu cette loi que le préfet, alors sur la base d'un certain nombre d'indications, le préfet pouvait prononcer des internements d'office. Moi, je suis pas opposé à ça. Le problème, c'est que quels sont les moyens? Il n'y a pas un système en France médical qui soit en mesure d'accueillir les gens qui présentent cette dangerosité. Donc, il n'y a pas de suivi, on bricole. Bon, alors, autre question, c'est la question ensuite de la justice. Moi, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Depuis les Romains, on ne juge pas les fous.
On ne juge pas les fous. Quelqu'un qui est en état, c'était l'ancienne dénomination du code pénal, quelqu'un qui est en état de démence au moment des faits, on considère qu'on ne peut pas le juger. Hein. Donc, pardon, alors je vous arrête 30 secondes. Si on reprend l'affaire Sarah Halimi, alors lui, il est fou de manière passagère, parce que c'était une bouffée délirante. Là, vous prenez ça comment ? Alors moi, je le prends de façon... j'ai suivi cette affaire, Oui. je me suis opposé à beaucoup de gens, je me suis fait naturellement traiter d'antisémite, parce que, bon, dans ce dossier, il a consommé, c'était un type qui était à l'abandon, enfin, il n'était pas clochardisé, il avait un certain nombre d'éléments sociaux qui le prenaient en charge, etc. Et pendant 30 ans, il a consommé une quinzaine de comment on appelle ça, de joints de hashish par jour. Donc, c'est un type, c'était complètement psychiatriquement délabré. Donc, quand on a parlé de bouffée délirante, on n'a pas dit bouffée délirante pour avoir juste avant consommé du hashish, il a eu une bouffée délirante parce qu'il était démoli. Bon, sur cette affaire, j'ai eu quelques éléments quand même, sinon approfondis. Je rappelle qu'il y avait un psychiatre qui avait dit, premier psychiatre qui avait été chargé de l'expertise, qui avait dit altération du discernement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus état de démence au moment des faits, c'est altération du discernement, c'est-à-dire que vous êtes pas tout à fait en état, vous êtes un peu fou, donc ça va être une circonstance atténuante, Alexandre. Hein. Et si vous avez abolition du discernement, là, on considère que vous êtes complètement fou au moment de l'acte. Hein. Je rappelle que le Japonais qui avait tué sa petite amie et qui l'avait mangé, hein, quelques années après, on a considéré qu'il était plus fou. Alors, il avait été déclaré dingo quand il avait fait ça. Hein, il est reparti au Japon, il s'est plus jamais signalé. Donc, l'abolition du discernement, dans l'affaire Halimi, avait été constatée, non pas l'altération par un psychiatre, mais par 6 autres psychiatres qui avaient fait cette expertise. Oui, il y en avait 7 en tout. Oui. J'ajoute qu'un de ces psychiatres est un de mes amis, il est juif observant. Donc, naturellement, quand on a parlé d'antisémitisme de la justice à cette occasion, et lui avait conclu à l'abolition du discernement. Il avait totalement conclu, il avait dit, il était fou au moment de son acte. Oui, donc, mais il est fou de manière provoquée, donc on repose la question que pose Alexandre Langlois. C'est comme l'alcoolémie dans ce cas-là. Enfin, et hop, dans ce cas-là, tous les gens, les meurtriers, peuvent se bourrer la gueule juste avant de passer à l'acte, et puis c'est fini. Mais non, attendez. Quand vous êtes alcoolisé, il n'y a pas d'abolition du discernement. Je vais dire, vous avez pris du hashish, vous êtes dingo, vous êtes complètement démoli, on sait que ça existe, donc vous êtes dingo, donc on ne juge pas les fous. Alors je vais juste prolonger pour la comparaison, donc il y a effectivement l'ivresse au volant, mais aussi la conduite sous stupéfiant, et c'est un cas aggravant. Donc pourquoi il y a deux cas de distinction ? Mais oui, parce que l'acte, c'est-à-dire que pardon, je rappelle une chose, hein, c'est que si vous provoquez un accident, vous êtes poursuivi pourquoi ? Pour coups et blessures involontaires. Donc à ce moment-là, la circonstance involontaire, hein, c'est-à-dire que lorsque on considère que vous êtes en état de démence quand vous tuez quelqu'un, hein, votre discernement est aboli, donc vous n'avez pas une volonté libre d'un citoyen qui veut commettre un meurtre. Lorsque vous prenez le volant, l'intention c'est de prendre le volant alors que vous êtes sous stupéfiant. C'est ça qui est l'infraction et va provoquer cette, entre guillemets, circonstance aggravante. Donc, ce sont des coups et blessures involontaires. La comparaison ne tient pas. Hein, et comme disaient les spécialistes de la presse judiciaire, il y avait eu, parce qu'on avait dit, il fallait que les victimes puissent, vous savez, c'était une personne qui avait décapité une infirmière à Pau, je crois, quelque chose comme ça, et donc on a fait une audience, parce qu'on fait des audiences, hein, à l'occasion de laquelle on décide si on le renvoie devant la cour d'assises ou pas. Et les journalistes qui avaient assisté à cette audience avaient dit que c'était épouvantable.
Voilà. Donc, c'est un fait de civilisation, le fait de ne pas juger les fous. Oui. Le problème, c'est que ça crée une frustration que je peux comprendre. Bah Que oui. je peux comprendre, mais le problème, si on juge les fous, bon, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Alors, Hein. oui. Mais Je vais vous... Oui, je voudrais allez-y. revenir, Clément, je voudrais revenir au problème posé Allez-y. par au problème posé par le terrorisme. Donc, il y a eu cette psychiatrisation. Là, elle est de circonstance, par Darmanin, qui veut botter en touche, parce qu'ils n'ont pas vu arriver le truc et ils ont été incapables de le prévenir. Mais c'est toute une chaîne, y compris une immigration qui n'est pas contrôlée et qui est devenue démente. Donc, c'est ça le problème. Donc, on parle de psychiatrie, c'est pas un problème psychiatrique. C'est d'abord un problème de prévention. Fou ou pas, on leur met la main dessus. Et alors, on en parlera peut-être à l'occasion de notre débat sur Marion Maréchal. On les met hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'on les interne, et puis c'est tout. Mais il faut des hôpitaux psychiatriques, il faut des systèmes, parce que, si vous voulez, l'hôpital de Villejuif, l'IME, le de Villejuif, c'est quelque chose. J'y ai pas été. Mon épouse, qui est avocate, y a été, m'a dit c'est terrifiant. Oui. Les cellules capitonnelles, les espèces de trucs. Oui. Si vous voulez, je crois qu'il vaut mieux être en prison. Oui, c'est ce que franchement, m'ont dit pas mal en effet de psychiatres. Donc ça, c'est déjà intéressant à savoir. Et je Alors, vais juste Alexandre remettre Langlois, une pièce dans le remettez, une pièce et moi pour j'ai aussi Régis. une question pour Régis. Donc, vous voyez, C'est que quand on parle la queue. aussi d'actes violents qui peuvent être commis sous emprise de stupéfiants, je rappelle quand même qu'il y avait une secte à l'époque qui s'appelle les Assassins et qui se mettaient sous hashish pour commettre leurs actes. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si des gens veulent s'inspirer de ces méthodes, se droguer justement avant pour se mettre dans des conditions de faire des actes qu'ils n'auraient pas fait normalement et qu'on dise ils ont agi sous le coup de la folie C'est après. le cas de beaucoup de C'est- guerriers. c'est- Le Hamas fait ça aussi. Et du coup, ça pose la question il y a deux choses pour moi. Il y a des gens qui sont fous, qui sont malades. Il y a des gens qui ont provoqué leur folie et qui donc sont responsables de l'avoir provoqué. C'est pour moi deux choses différentes. Et pourtant, la justice, pour le moment, ne tranche pas de la même façon. Enfin, tranche de la même façon, Non, justement. attendez. Les assassins, puisque le terme assassin Elle vient de la chamite. de hashish, les assassins, ils se désinhibent. Ils se Oui. désinhibent comme ça. Les militaires qui partent au combat, ils prennent du Captagon. C'est enfin, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Il y avait l'armée, la Wehrmacht était grande consommatrice de ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça, c'est autre chose. C'est pour se désinhiber, bien évidemment. C'est pas, pour autant, ça les rend pas fous. Sinon, si vous envoyez des dingos au combat, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, vous allez arriver avec des types qui vont tirer sur leurs copains et tout. Donc, bon, non, il y a une question de degré. Je comprends que ce soit contre-intuitif de dire que le fait d'être devenu dingo par une consommation régulière, excessive pendant des années et des années, et parce que c'est un cas particulier. Tout le monde ne devient pas fou parce qu'il a consommé du hashish. Et le personnage en question, il est dans un endroit bien pire que la prison. On l'a mis hors d'état de nuire. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Beaucoup, d'ailleurs, je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit ma mère est infirmière dans ce genre d'hôpitaux. Et franchement, c'est mieux d'être en prison pour ces personnes-là. Donc, c'est confirmé. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est bon de le rappeler. On avait déjà eu un témoignage dans ce sens-là. Deux questions pour vous, Régis, pour rester encore un petit peu sur ce sujet. Après, on va passer au fichier S. Première chose, et là, je pense que vous allez être d'accord. Est-ce que vous ne craignez pas dans l'autre sens, que le gouvernement, par exemple, psychiatrise l'ennemi, entre guillemets, psychiatrise l'adversaire, en disant celui-là, il a des dérives, et hop, injonction d'internement, etc. Et puis le temps que la procédure soit faite pour vérifier si cette personne n'a pas été mise à l'hôpital de manière trop rapide, etc. Déjà, il passe 2-3 ans, puis le fait qu'on l'ait déjà accusé d'être malsain intellectuellement, etc., a déjà permis de le faire couler. Enfin, voilà, ça pose des vraies questions. Donc ça, c'est la première. Et puis la deuxième, c'est est-ce que la psychiatrie est vraiment, mais ça, c'est plutôt une question générale, de culture générale même presque, est une science dure? C'est-à-dire, est-ce que tous les experts vont être d'accord sur une même expertise pour un patient? Bon, Clémence, je souris déjà. Alors, réponse à la première question. Si on fait de la prévention, faisons de la prévention. Au bout d'un moment, c'est bien joli. La justice, elle fera son boulot s'il y a des infractions, s'il y a des choses qui ont été commises, et si la question psychiatrique est posée, il y aura un procès. Mais en amont, lorsqu'on est confronté à un problème comme celui-là,
c'est-à-dire le terrorisme islamique, appelons-le par son nom. Hein. Donc, oui, moi je suis partisan de mesures de prévention. Et de mesures de prévention qui peuvent se révéler drastiques. Parce que quand on va classer quelqu'un fichier S dangereux à tendance de radicalisation islamiste, si on le met de côté et on protège la société et qu'on le fait par voie administrative, ça ne me gêne pas. L'arbitraire existe, c'est vrai, hein, mais c'est pas le problème en l'occurrence. Et puis après, si vous êtes... Oui, mais c'est un engrenage. Ça peut tomber au début, c'est les fichiers S, les terroristes, etc. Puis après, ça peut être les déviants, ceux qui critiquent une politique, une idéologie officielle. C'est parfaitement exact, c'est un risque, c'est le débat dans une société, il y a des contradictions et il faut les traiter. Quant à la psychiatrie, je souriais parce que je vous ai envoyé hier un dessin de Lefred Touron dans le Canard enchaîné, où effectivement on voit quelqu'un qui pousse des hurlements à la Akbar, je vais tous vous tuer, et les psychiatres qui le regardent, mais parlez-moi de votre mère, ça doit être le syndrome de la Tourette, etc. Oui, c'est un vrai problème, parce que je reviens sur l'affaire Halimi. Bon, comme je vous l'ai dit, je connais un des psychiatres, mais bon, ils sont comme ils sont, on en connaît tous, hein. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que... Parce que moi je crois que les psychiatres, ils verraient aussi des problèmes psychiatriques à toutes les personnes qui s'asseraient sur leur... devant eux. Vous savez qu'il y a une nomenclature de tous les ans qui est publiée des maladies psychiatriques. Il y avait, je ne sais plus combien, il y avait une vingtaine d'affections qui étaient identifiées par les psychiatres. Maintenant, on est passé à presque 400, hein, si vous voulez. Alors, en ce moment, c'est le bipolaire. Hein. Ah, on est bipolaire, on est ci, on est ça. Ah oui, il y a une vogue de ça, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais donc vous êtes d'accord avec moi sur les deux sujets, donc ça veut dire que ça pose quand même des questions, cette injonction à être mis sous protection, on va dire, dans un hôpital de psychiatrique. Parce que on a la psychiatrisation de l'ennemi, entre guillemets. L'idéologie, au début, on commence par les fichiers S terrorisme, mais après, ça peut être les fichiers S jugés, justement, les partis un peu politiques, un peu... ça peut aller loin, hein. Donc ça, il y a une vraie question. Puis la psychiatrie qui n'est pas d'accord, qui peut être souple, qui peut être meuble. Oui, mais je reviens au problème en amont, la prévention. Comment est-ce qu'on protège la société ? C'est ça le problème. Alors on va... Et on a un problème spécifique, j'y reviens, c'est celui d'une immigration musulmane dans un contexte international extrêmement difficile, dans un contexte social, parce qu'ils arrivent ici peut-être en pensant que ça va être un Eldorado, et le réveil est douloureux, et puis bon, il y a la marginalisation de populations entières. Oui. Donc c'est vrai que, voilà, mais comment dire, les responsables de cette situation, ils sont au pouvoir. Ça, je suis très net là-dessus. Mais pour autant, c'est la population française qui est exposée. Qu'on prenne des mesures, mais vous avez raison. Il faut faire attention à la bascule. Hein. Dans nos échanges avant l'émission, on avait parlé de la convocation de Marine Le Pen. Hein, convocation à une expertise psychiatrique. Oui, tout à fait. Et c'était très caractéristique de ce que vous craignez. C'est qu'elle était poursuivie sur la base d'une manipulation scandaleuse pour avoir publié une photo. On avait dit le RN c'est comme Daesh, et elle avait mis une photo. Daesh c'est ça, et une photo assez horrible, je crois, hein, oui. Qu'elle a ensuite enlevée. On a dit donc il y a un texte qui réprime les photos qu'on soumet aux enfants. Oui. Hein, d'accord, qu'on soumet aux enfants, et les gens qui soumettent des photos comme ça aux enfants, ils ont une injonction psychiatrique aussi, on leur demande d'aller, et on les juge aussi en fonction de ce fait. Et ce qui était scandaleux là, c'était pas la convocation de Marine Le Pen, c'était la procédure qui a débouché sur une relaxe. Oui, bien sûr. Donc ça, c'était une opération politique. C'était une opération politique de mes amis les magistrats. Ils s'étaient trouvé un procureur pour poursuivre, ils s'étaient trouvé un juge d'instruction pour instruire et renvoyer, pour la convoquer en psychiatrie, etc. Ils n'ont jamais été sanctionnés, ceux-là. Hein.
Alors, Alexandre, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? On passe aux fichiers S qui, de toute façon, rejoignent le sujet. On passe au fichier S, parce qu'après, sinon, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon qu'on peut aussi mettre dans ce cas-là. Donc, en fait, tous les opposants politiques, et la question qui se pose, personne pourra, par contre, une fois de plus, renvoyer la balle. Si on estime qu'il y a des gens qui sont un peu fous au gouvernement, personne ne les enverra en psychiatrie. Voilà. Donc, en fait, ça marche que sur les opposants politiques. Oui, c'est voilà. vrai ça. Non, c'est vrai. Donc, dans le envoyer contexte tout le monde. actuel, il dégaine tout, Pourtant, il y a il des tape sur tout questions le à monde. se poser Voilà. aussi. Bon, alors, les fichiers S. Marion Maréchal, je me tourne vers mon réalisateur. Marion Maréchal, qui a demandé l'arrestation préventive des fichiers S au profil dangereux. C'était sur TPMP le 4 décembre. Je vous propose qu'on l'écoute. L'attentat du Thalys en 2015, fichier S. Le massacre du Bataclan en 2015, l'un d'eux était fichier S. L'assassinat du père Hamel, il était fichier S. La tentative d'attentat sur les Champs-Élysées, c'est fichier S. Le terrorisme de l'Opéra, fichier S. L'attentat du marché de Noël à Strasbourg, fichier S. L'assassinat de Dominique Bernard, fichier S. L'attentat aujourd'hui donc à la Tour Eiffel, fichier S. Et là, c'est non exhaustif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a un État, et vous avez raison de le rappeler, avec des forces de l'ordre et de renseignement qui font leur travail, qui identifient des gens qui les suivent. Et pour autant, on voit bien que ces gens restent en liberté. Et donc, moi, la conclusion à laquelle j'arrive... Alors justement, vous allez faire votre proposition. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 5000, vous l'avez rappelé, 5000 personnes qui sont parmi les plus dangereux, donc fichier S pour islamisme, qui menacent la vie de 66 millions de Français. On a l'impression qu'on doit attendre chaque jour qu'ils assassinent ou égorgent des enfants, des adolescents ou des adultes ou des touristes ou des profs ou des jeunes filles pour réagir. Et donc, il me semble, puisqu'il existe un principe de précaution pour l'environnement, il a existé un principe de précaution pour le Covid où la personne n'a rien trouvé à redire pour enfermer l'intégralité de la population chez elle, qu'il faut avoir un principe de précaution vis-à-vis de ces bombes à retardement identifiées comme telles et suivies pour cela. C'est-à-dire qu'il faut une arrestation immédiate et une détention préventive de tous les fichiers S aujourd'hui en France pour les neutraliser et neutraliser leur dangerosité, le temps d'étudier au cas par cas chacune des situations. Voilà. C'était un peu long, désolé, mais ça valait le coup de l'entendre en entier. Donc, pour litanie des fichiers S qui sont en effet passés à l'acte, ça c'est vrai que ça peut poser question. Et deuxième chose, donc cette proposition de Marion Maréchal, puisqu'il existe des principes de précaution pour à peu près tout, l'environnement, etc., pourquoi pas d'arrestation préventive sur ces gens qui sont véritablement dangereux? Alexandre Langlois. Alors déjà, elle a dit que pour le Covid, il y a des personnes s'étaient rebellées. Ben ici, il y avait quand même des atteintes en liberté. Donc je veux dire qu'on n'est pas obligé de prendre le pire de ce qui s'est passé pour le reproduire et le généraliser sur la suite. La deuxième chose sur les fichiers S, c'est justement c'est des gens qu'on soupçonne de faire des choses, mais qu'on n'a pas encore les éléments complets pour le faire. Parce que là, Régis pourra confirmer, quand les gens sont susceptibles de commettre un attentat, qu'il y a déjà tous les éléments, la justice peut justement les empêcher. Ils peuvent être jugés en vue de commettre un attentat ou un acte terroriste. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont fichiers S, parce que l'administration française, pour se couvrir, dit on ne sait pas trop, on va le mettre fichier S. Comme ça, si un jour il se passe quelque chose, on sera couvert. Sauf que du coup, s'il se passe quelque chose un jour, la personne sera fichier S mathématiquement. Derrière, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas le tri et le filtre de savoir quels sont les gens à bien surveiller. Parce qu'avec le nombre de fichiers S qu'il y a, ils ne peuvent pas être surveillés convenablement et le travail de police ne peut pas être fait parce que justement, il n'y a pas ce filtre de qualitatif derrière. On est sur du rendement administratif et on dit il y a combien de fichiers S, on est content, le ministre communique dessus, on communique sur des chiffres, on ne communique pas sur une dangerosité et on ne met pas justement derrière tout ce qu'il faut pour protéger les gens. Et la dernière chose, de dire les gens sont fichiers S, donc on va les renvoyer. Je rappelle qu'il y a des fichiers S qui ne sont pas forcément étrangers, qui peuvent être de français, donc on les renvoie où? La deuxième chose après, ça ouvre la boîte de Pandore. S'il y a beaucoup de gens, si ça a été encore remarqué il n'y a pas longtemps, qui sont fichés S pour des opinions politiques, en disant voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de cela? Donc on va aussi les... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, et donc on peut mettre des choses comme ça en place. Et je rappelle que par exemple, donc toutes ces choses administratives, c'est une fois de plus contourner le pouvoir du juge. Pour tout, en fait, derrière, éviter le travail de la police qualitatif, protéger les gens, éviter justement de mettre de l'huile sur le feu. Ce qui veut dire que là, on prend large, on arrose tout le monde, plutôt que de se dire on va éliminer les gens dangereux, on va donner les moyens aux services de police. Une fois de plus, c'est la défaillance de l'État. Et donc ça me semble... Il y avait plein de choses pour attaquer sur ce côté-là, et en fait, elle a choisi la solution qui me semble la pire, encore une atteinte aux libertés, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait se retrouver fiché S, malheureusement. Donc demain, comment ça va se passer? Oui, c'est ça. C'est la question de l'engrenage, en fait. On est tous d'accord pour mettre de côté des graves dangereux, mais le problème, c'est qu'on ouvre une porte pour quelque chose de plus large. Exactement. Ouais. Régis, le Et second. si on perd une liberté, on ne la retrouve jamais. Bah oui. Donc ça... Mais vous dites ça, et en même temps, je suis sûr que vous allez être d'accord avec la proposition de Marion Maréchal. D'après ce que j'ai entendu. Non, je suis pas d'accord parce que elle est absurde. Présentée comme ça, elle est absurde. Le problème, c'est que et Alexandre, qui aujourd'hui
est extrêmement laxiste, je constate. Hein. Donc non, mais c'est une proposition qui est, je vais dire, mais elle est extrêmement dangereuse parce que c'est la porte ouverte à l'arbitraire. C'est Bah ce oui. qu'il a pointé. Oui. Il a dit le risque d'arbitraire est extrêmement important. En revanche, là où j'ai un désaccord, c'est que cette prévention et cette protection, ça n'est pas un problème judiciaire. Faut pas demander à la justice de donner autre chose que ce qu'elle peut donner. Comme la plus belle des femmes, elle ne peut donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire de juger a posteriori des faits qui ont transgressé la règle sociale. Donc, comment on protège la société? C'est une question extrêmement difficile. Ce que propose Marion Maréchal, hein, ça me renvoie à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les gens d'origine, et c'est un pays d'immigration, les États-Unis, tous les gens d'origine japonaise ont été internés dans des conditions difficiles, et c'est une mesure qui est considérée comme avoir été attentatoire aux libertés, puis une mesure très négative, parce qu'il y avait parmi eux beaucoup de gens qui étaient complètement américains, mais ils avaient une origine japonaise. Donc, c'est ça qu'elle veut, c'est que dès que il y a effectivement quelqu'un qui met une abaya, enfin je sais pas comment on appelle ça pour les hommes, qui va à la mosquée, qui se laisse pousser la barbe, on va les interner. Non, c'est la question de la surveillance, mais même là aussi, c'est-à-dire que la possibilité de l'arbitraire est très importante. Moi, je vois en ce moment un certain nombre de choses qui se produisent à propos du conflit israélo-arabe, des conseils de discipline dans les écoles, des initiatives de procureurs qui se permettent, qui pointent sur les réseaux des gens qui ont mis un commentaire qui soit pas défavorable à la cause palestinienne. Oui, mais donc comment vous luttez contre cet arbitraire administratif si vous ne faites pas un recours, par exemple, au judiciaire? Quel est l'autre contre-pouvoir? Techniquement, le recours au judiciaire, si vous dites bon, il est dangereux parce que bon, il a dit un certain nombre de choses, on a vu sur ses réseaux, on a vu ce qu'il mettait sur Instagram et tout. Celui-là, bon, c'est comme ça que ça se passe. J'imagine le classement S. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la justice peut faire? Ah ben justement, non mais en fait il y a deux étapes. En fait, c'est là où on mélange les étapes au niveau par exemple de la police. Il y a d'abord les services de renseignement qui sont le premier filtre, qui regardent les gens et on n'a pas les éléments caractéristiques d'une infraction. Donc on cherche, on les surveille. Quand on les a, c'est transféré à un service judiciaire qui qualifie l'infraction pour envoyer devant le procureur. Et je rappelle que donc en vue de commettre un attentat, c'est-à-dire que l'attentat n'est pas commis mais que tout a été rassemblé pour le faire ou que la personne va passer à l'acte, la justice peut agir. Donc il y a aussi ce côté-là. Et en fait, les services de renseignement ne sont pas des services judiciaires. Et une fois qu'il y a les éléments qui ont été récupérés, ça passe à un service judiciaire. Donc il y a deux choses différentes. Et l'autre chose, tout est déjà en place, en fait. En fait, c'est en place. L'autre chose aussi qui est en place, c'est... Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Mais déjà, il faut qu'il y ait les moyens à la fois pour les services de renseignement de travailler correctement avec les moyens. Il faut que la police judiciaire qui est en train d'être démantelée ait les moyens de travailler, mais justement, ils n'en veulent plus, ils veulent la mettre sous tutelle parce qu'elle était trop indépendante. Il faut derrière qu'il y ait assez de magistrats pour pouvoir, et de procureurs, de magistrats pour suivre les enquêtes. Je rappelle qu'en France, on est un pays où il n'y a pas assez de magistrats par rapport à d'autres pays. Je veux dire, quand on est jugé en France, ça met quasiment 1 an. Au Danemark, 35 jours, enfin 25 jours. Donc voilà. Donc il y a aussi ce côté de rapidité de la justice où on est encore en train de fermer des tribunaux, on est en train de supprimer des juges d'instruction. Donc en fait, tout est en place, mais ils sont en train de tout casser pour justement passer à une justice administrative. Et on sait déjà ce qu'ils sont capables de faire, parce que même sans aller chercher aux États-Unis, la dernière fois qu'il y a eu des actes administratifs qui ont été pris par des préfets, c'était sous Vichy, qui disait on va faire ça sous autorité du préfet, la police va faire ça. On se passait de la justice. Et dernièrement, plus récemment, il y avait eu, par exemple, quand il y a eu les attentats du Bataclan, derrière, il y a eu l'état d'urgence qui a été mis en place, et il y avait la COP 21. Il y a eu beaucoup de militants écologistes qui ont été interdits de sortir de chez eux, fichés S, dangereux. Ils ont fait un recours au tribunal. Malheureusement, lenteur tribunal, ils ont été autorisés à sortir de chez eux une fois que la COP 21 était passée. Donc en fait, on permet de neutraliser certaines personnes en disant vous êtes fichés S, vous ne pouvez pas sortir. On fait des choses toujours sur le même problème. Et en fait, on arrive à quelque chose. On sait déjà ce qu'ils ont fait précédemment. On sait où ils peuvent encore aller plus loin justement avec la gestion de la crise Covid qui a été attentatoire aux libertés par rapport à d'autres pays, comment ça a été géré. Donc on sait déjà où ils veulent aller en fait. Et on sait déjà sur tout ce qui pourrait marcher. Ils sont en train de le démanteler pièce par pièce. Allez, on a largement dépassé le temps. Régis, juste le mot de la fin rapidement. Alors, votre réponse, Alexandre. la position de Marion Maréchal, ça me fait penser au fameux proverbe britannique. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Elle joue sur le velours dans la mesure où, effectivement, elle a cette litanie de fichiers S
dont on n'a pas été capable de prévenir le passage à l'acte. Et c'est là où la question des moyens est totalement décisive. Et Alexandre a entièrement raison, mais ça, c'est comme dans d'autres domaines, hein, tout ce qui relève des grandes fonctions régaliennes, ce pouvoir les laisse à l'abandon. Bon, allez, merci beaucoup à tous les deux. C'était des très très gros sujets, donc on a débordé. De toute façon, on déborde à chaque fois. On va peut-être changer les horaires. C'était